Chou avec Maman International. Concernant l'attitude de la diaspora congolaise, en l'occurrence des combattants, à l'égard de pasteurs, de musiciens et des artistes et comédiens qui souffrent de cet embargo depuis un bon bout de temps, fidèles les habitués des Maman International, bonjour. Nous sommes descendus à African Diaspora Forum pour vous faire ce reportage avec Monsieur Médard Prince Abengue, qui est le défenseur de migrants africains ici en Afrique du Sud. Très chers téléspectateurs du 3W Kinshasa Makambo, restez branchés, vous savez mieux que moi qu'avec Maman International, c'est du show, c'est du costaud. Prenons cet élément et l'on se retrouve à l'intérieur. Mireille Kalala Maman International. Oyoki Porsche Kaina New Model chanteur Android chante Jean-Pierre Chibet de Panama. Et dans le combe Aigle de Paris. Carole Yaku. Bolingo nanga na bomba na motema. Nani ya pikoli pe ya pindoli yango. Champion nanga kukolelisi na boye. Kibesi nanga olelisi na boye. Jires Matuba. Gori Ilunga. Kantina Mador. Nalangwete kasi watu balobi na sana. Levesi Besi. Vero Mador. Jean-Pierre Kukoni okosi yanga motema. Olinginga na bela poni ye. Olinginga na kufa pona yo. Raoul Ndombasi, Dieu merci Kibesi. Tony Iloka Bongo Guardiola na Luanda. Mama Marie Kefuta. Pascaline Nsalo, Divine Clémentine. Jean-Pierre Kibesi. Mireille Kalala Maman International. Eric Mupango. Bolingo nanga na bomba na motema. Nani ya pindoli pe ya pikoli yango. Champion nanga olelisi na boye. Déjà sur ce plateau avec le défenseur des droits des migrants à la personne de M. Prince Médard Abengue. Bonjour et bienvenue sur ce numéro. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et bonjour à toutes les personnes qui vous reconnaissent à travers cette vidéo. Bonjour à vos téléspectateurs. Ok, nous sommes venus vous voir concernant l'attitude de la diaspora congolaise, en l'occurrence des combattants, vis-à-vis de pasteurs, de musiciens et des artistes et comédiens qui souffrent de cet embargo, qui ne peuvent rester hors de notre territoire national. Bon, moi je pense qu'il faut commencer par la genèse. Quelle est la raison majeure pour laquelle la diaspora a fait cet embargo? Est-ce que cet embargo est bénéfique aux Congolais? Est-ce que cet embargo est préjudiciable aux Congolais?
Oui, l'embargo est préjudiciable, l'embargo n'est pas bénéfique aux Congolais, puisque les combattants sont en train de détruire une grande partie de la culture congolaise. Ah oui, bon, en fait, ça c'est votre point de vue. Moi je pense que nous devons nous prendre au sérieux. Nous prendre au sérieux, c'est-à-dire nous devons traiter d'abord des problèmes profonds du pays. Des problèmes qui nous concernent. Des problèmes qui concernent l'avenir du pays. On ne peut pas s'attacher à l'accessoire. La musique, les pasteurs qui viennent recruter d'autres membres qui vont payer la dîme, tout ça. Je ne pense pas que c'est ça la priorité pour le moment des Congolais. La priorité des Congolais, c'est que nous devons voir qu'est-ce qui ne marche pas chez nous. Quel est le problème? Pourquoi il y a cette diaspora? Pourquoi les gens continuent à quitter le pays? J'ai rencontré la semaine dernière un groupe de 15 femmes qui venaient au deuil. Et c'est moi qui coordonnais le deuil. Et pour entrer, il faut un document d'identité. Toutes ces femmes-là n'ont pas de document d'identité. Elles vivent. Je leur ai demandé, mais comment vous vivez? Et quand vous êtes venus ici au deuil, et si la police vous avait trouvé en route, qu'est-ce que vous auriez fait? Aller à l'Indé pour que nous on vienne encore là-bas et chercher à vous libérer? Donc vous voyez que vous êtes des journalistes. Les journalistes, ce sont des agents de développement. Les journalistes sont des agents de changement. Donc, les journalistes parlent au nom de son voix. Oui, alors vous devez contribuer au changement, vous devez contribuer au développement. Justement. Parce que mais quand vous vous souciez d'un pasteur qui roule carrosse, un pasteur qui continue à récolter des dîmes, et les Congolais qui meurent d'une maladie. Mais quand vous dites qu'on se soucie de pasteurs qui roulent carrosse, vous ne voyez pas que c'est un problème de jalousie? Il n'y a pas de jalousie, moi je ne peux pas jalouser. Mais à chacun son métier, à chacun sa profession. Non, madame, je ne pense pas que moi personnellement, avec la vie que je vis ici, je peux envier un pasteur. Non, je ne peux même pas être jaloux envers un pasteur. Mais quand vous leur privez de leurs droits, quel droit? De jouir sur des Ces gens-là sont parmi la couche qui a détruit la jeunesse. Parce que j'ai rencontré M. Mukendi tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je venais au bureau, qui se plaignait? Que non, mon frère, les pasteurs ont détruit la jeunesse. Et moi, je lui ai donné un exemple d'un jeune médecin qui est venu en Afrique du Sud. Il n'avait pas de travail. Nous, on avait un cabinet médical. J'étais associé à des médecins. On avait un cabinet médical pour soigner la communauté et faire l'argent. On engage un jeune médecin qui a commencé à soigner les gens de son église sans payer. Et on a découvert que le stock de médicaments disparaissait et on ne faisait pas de bénéfices. J'ai fait une enquête, j'ai trouvé que c'est le jeune médecin qui faisait. On lui a remercié. Et puis vous l'avez mis à la porte. Oui, mais il fallait le mettre à la porte, c'est l'indiscipliné. Nous, on devait nous faire l'argent. On le met à la porte. Tu sais ce qu'il était devenu après notre cabinet médical? Il était devenu le porteur de la mallette d'un pasteur, un universitaire. Un médecin, il soignait très bien les gens. Mais le fait seulement qu'il évolue dans une colonie religieuse qu'on appelle une église, et voilà qu'il n'a pas vu qu'il faisait quelque chose de mal. Il nous a bousillé et le stock de médicaments, nous l'avons chassé, et voilà, il s'est retrouvé en train de dormir dans une église et faire le parsec d'un pasteur qui n'a même pas son niveau d'études. C'est ça la jeunesse congolaise. Et moi, je ne peux pas soutenir ces gens-là qui sont en train de dérouler. La jeunesse congolaise est inconsciente, ça il faut qu'on se dise. Et qui sont responsables de cette inconscience? Justement. Est-ce que les pasteurs-là aident la jeunesse à être conscients? Mais non, moi j'aimerais que vous, étant que défenseur des droits des migrants, vous regardez les pasteurs droit à la caméra et que vous leur lancez un message. Oui, bon, moi j'accuse les pasteurs d'être parmi la couche des leaders qui ont détourné la jeunesse. J'accuse les musiciens également, je ne suis pas combattant, je suis défenseur des droits de l'homme. J'accuse les musiciens également d'être responsables d'une couche de leaders qui a plutôt dérouté la jeunesse. Et ce que les combattants font, je pense que ce n'était pas venu des combattants. C'était venu de la diaspora qui a dit non, voilà, chez nous ça ne marche pas, nous ne devons pas sauver des apparences. Les gens aiment notre musique, hein? La musique congolaise, elle est aimée partout en Afrique, même au monde. Mais pour le moment, ce n'est pas le moment de danser. Mais raison pour laquelle notre musique a perdu sa place. Oui, elle ne peut que perdre sa place parce que nous n'avons pas protégé cette musique nous-mêmes.
nous l'avons vendu aux ennemis. Les musiciens ont commencé à chanter pour des irréguliers qui sont en train de piller le pays. Alors, comment on peut respecter cette musique? Comment on peut respecter cette musique? Qu'est-ce que les pasteurs ont à voir de particulier En avec fait, la politique? je ne sais pas si vous me comprenez. Si, Vous savez quoi? parfaitement bien. Vous savez quoi? Mais j'aimerais que vous attribuiez chaque faute. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont au pays. Mhm. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont au pays, même les pasteurs qui sont ici dans la diaspora. Ils ne sont pas en bon terme avec les Congolais. Parce qu'ils aiment l'argent, ils aiment tellement les Mercedes de luxe alors qu'ils n'ont pas l'argent de s'en procurer. Et ils sont en train de chercher par tous les moyens pour avoir ces Mercedes-là. Et tous les moyens sont bons, donc le machiavélisme. Et c'est ce qui fait que beaucoup de Congolais se méfient des pasteurs. Bon, pas tous les pasteurs, il y en a qui sont sérieux, il y en a qui aident beaucoup la communauté, j'en connais, et le pasteur Placide qui est décédé dernièrement. J'ai travaillé avec lui, je ne suis pas de son église, j'ai travaillé avec lui, avec un groupe de 50 jeunes Congolais. On a créé un club de sport. Et moi, je donnais le logistique, donc le peu de moyens que j'ai, j'avais donné à manger aux enfants à leur terrain de formation. Oui, c'était un pasteur. Est-ce qu'on était contre lui? Et beaucoup de réunions de la communauté congolaise se tenaient dans son église. Il est pasteur congolais, on n'a rien contre lui parce qu'il contribuait au bien-être des Congolais. Beaucoup de pasteurs d'abord sont égoïstes. Vous allez dans leurs églises, il n'y a que des pauvres, c'est lui et madame pasteur qui a des CPA wax, qui a des hauts talons, tout ça, et des maquillages bourrés, tout ça. Bon, c'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas une vie normale. Ce n'est pas une vie normale. Moi, je pense que ce n'est pas bien d'accuser les combattants. Moi, je ne suis pas combattant. Mais je soutiens ce point de vue-là que pour le moment, la musique et les gens des dîmes, tout ça, on met ça d'abord en veilleuse. On doit réorganiser le pays. On doit réorganiser la communauté. Quelle soit cette communauté. Mais depuis que vous avez mis en exergue cet embargo, les viols n'ont pas cessé à l'est du pays, les tueries, les assassinats n'ont pas cessé. Bon, vous savez, je ne pense pas qu'on peut trouver une solution monolithique à un problème complexe. Je ne pense pas. Vous dites que les viols n'ont pas cessé, vous dites que les pillages n'ont pas cessé, mais est-ce qu'il y a un collectif congolais? Je vous remets la question. Est-ce qu'il y a un collectif congolais? Non, c'est plutôt une question pour mienne. Alors, bon, si vous voulez, c'était justement pour vous dire que le voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Il faut identifier les causes et commencer à étouffer ces causes-là. Donc, au niveau de la musique, au niveau des vendeurs ou des receveurs de la dîme, tout ça, on a trouvé une solution. Il y a d'autres couches de la société congolaise qui sont responsables jusqu'aujourd'hui de cette crise. Mais vous pouvez bien leur interdire de prester, mais vous ne pouvez pas leur interdire de sillonner sur les terres étrangères. Parce que je vous ai fait voir, vous avez visualisé certaines vidéos des combattants qui ont dit que non, vous n'avez même pas trop de venir ici dans ce pays. Non, écoutez, vous n'allez pas prendre une externe. Mais justement parce que vous leur défendez. Non, vous n'allez vous pas. devez aussi être en mesure de leur tirer les oreilles. Puisque là, ils vont trop loin. Écoutez, qui vous a dit que ces gens-là, ils vont circuler? J'ai vu même le ministre de Santé dans une église de la RDC, une ministre de Santé de la RDC dans une église ici à Johannesburg, en train de, je ne sais pas s'il est devenu Mais pasteur. justement, les victimes sont des pasteurs, les victimes sont des musiciens. Quant aux politiciens, les combattants en ont peur. Non, les combattants n'ont pas peur. Les combattants n'ont pas peur des politiciens. Ce sont les politiciens qui ne sont pas accessibles aux combattants. Quand ils viennent en Afrique du Sud, ils savent où il faut aller pour ne pas tomber dans les filets des combattants. Il ne faut pas dire que les combattants craignent des politiciens. Je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu qu'on déporte ces gens au pays. Et c'est comme ça que j'ai utilisé les organisations internationales des droits de l'homme pour lesquelles je travaille, pour aller en prison,
libérer ces gens-là à deux reprises. La première fois, c'était le 20 janvier 2012. On avait arrêté 20 jeunes Congolais que vous appelez combattants et ils étaient destinés à être déportés. Nous nous sommes interposés, on dit non, voilà, ce n'est pas quand même normal que les gens soient déportés, qu'ils soient en prison, il n'y a pas de plaignants. On a utilisé des avocats sérieux, on a libéré tout le monde. Et puis en 2013, le 5 février 2013, on arrête encore une vingtaine, ce sont les rebelles. Ils sont allés à la prison de Pretoria, nous avons fait la même chose. On est allé, on a utilisé des instances sérieuses pour leur libération. Bon, écoutez, moi je pense que c'est là justement le problème. Les Congolais n'ont pas la même priorité. Je vois vraiment que c'est une priorité pour vous, que les pasteurs viennent ici, qu'ils viennent montrer leur éloquence para-religieuse, qu'ils viennent recruter d'autres donneurs de dîmes. Je pense que c'est une priorité. Non, c'est pas une priorité. Oui, parce que vous vous inquiétez même qu'on est en train d'étouffer les droits des Non, personnes il nous aide à maintenir notre foi. Il nous aide à être forts spirituellement. Merci beaucoup pour la maintenance de la foi. Bon, écoutez, je ne pense pas que le point de vue peut changer. Les combattants, ce sont des Congolais. À tout moment, on tire les oreilles, on pince les nez pour qu'ils ne puissent pas être extrapolés, pour qu'ils ne puissent pas faire des outrages. Et nous leur disons qu'il faut être du bon côté de la loi. Parce que vous faites quelque chose qui est contre la loi, vous allez en prison, nous vous laissons périr. Si vous voulez faire l'activisme, ne cassez rien, ne tabassez personne, et faites votre activisme, faites votre marche, simplement ayez des marchages qui vous protègent et qui empêchent le débordement. Je ne pense pas que la musique, bon, parlons de la musique maintenant, je ne pense pas que la musique c'est encore une autre priorité. Non, elle n'est pas une priorité, mais elle nous divertit. Oui, mais elle nous on se divertit, madame, quand tout va bien dans le pays. C'est là qu'on s'est diverti. Nous avons des hanches pour danser. Mais on ne peut pas danser quand les gens sont en train d'être tués, quand la jeunesse est en train d'être détruite. Vous savez qu'il y a maintenant des Koulouna à Johannesburg? Oui, bien sûr. En fait, ces Koulouna-là, on a tendance à les appeler aussi des combattants. Non. Ce sont les Koulouna qui ont fait un effort, ils ont quitté le pays, ils ont livré une bataille à l'aéroport de Johannesburg. Donc, bon, je n'ai pas grandi à Kinshasa. Il y a des quartiers, il y a des conflits, des quartiers. Ces conflits sont arrivés même ici. Les Bananzili et les Banan, je ne sais quoi, ils ont acheté des prix, ils se sont affrontés à l'aéroport, une guerre à la machette, à l'aéroport. Et c'est grâce à Ali Bokouma, mon confrère journaliste, que ces mouvements a pris fin. Et l'Afrique du Sud était même étonnée. Vous voyez? Donc, mais ils font ça, ils les font justement parce qu'ils savent qu'ils ont un défenseur. Non, moi je ne peux pas défendre ce sont des irréductibles. J'ai même soutenu Ali Bokouma, ce n'est pas un ami. Quand j'ai lu son message là, j'ai sensibilisé certaines personnes. Il faut aller à cette réunion-là pour étouffer ce mouvement-là. Moi, mon problème, ce n'est pas de défendre les combattants, ce n'est pas de défendre les kabylistes ou de défendre les gens de rassemblement. En fait, nous sommes un parapluie de la communauté congolaise. J'ai travaillé pendant presque 10 ans, de 2004 à 2014, d'une manière permanente. Au sein de la communauté, résoudre les problèmes, les aînés m'envoyaient, bon, quelqu'un peut mettre l'argent dans mon compte, je vais au centre de déportation, je regarde quels Congolais il faut libérer, qui n'ont pas de dossiers criminels, tout ça, c'est ce que j'ai fait. Nous travaillons pour la dignité congolaise. Et tant que défenseur des droits des migrants, quels sont les risques que vous courez? Oh non, il y a beaucoup de risques. Je ne peux pas, bon, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas les étaler ici, il y a beaucoup de risques. Bon, d'abord, nous sommes dans une communauté qui n'est pas bien organisée financièrement. Quand je vais visiter les gens en prison, j'utilise mon argent. Quand je vais dans les centres de déportation, j'utilise mon argent. Bon, bien sûr, il y a des compatriotes médecins avec qui je travaille, des ingénieurs. Mais justement parce que vous bénéficiez des dons venant des ONG, des organisations internationales? Non, on ne bénéficie pas des dons. Ici, nous n'avons pas... Je vois même les Sud-Africains, le gouvernement sud-africain, quand un migrant est bloqué quelque part, il l'envoie ici.
on a des petits subsides qui ne peuvent pas nous permettre d'aider tout le monde. On paye le loyer. Vous voyez que cette maison coûte cher. C'est pas moins de 14 000 rands par mois. Bon, les gens ont l'impression de dire ça. Et ils ont l'impression de dire ça. Mais parce que il faut souligner que Prince Médard amène des villes à rose. C'est après que si vous voulez ta rose. Non, c'est pas pour mener la vie rose. Vous savez, c'est pas pour rouler carrosse. Il faut apprendre à donner quand on a peu. Vous voyez. Et il y a plusieurs façons de donner. On peut donner son cerveau, on peut donner son cœur, on peut donner sa maison, on peut donner les moyens qu'on a en poche. Vous voyez. Donc quand on a la culture de donner, ce n'est pas pour les riches, c'est pour les gens qui sont humains. Voilà. Donc j'ai ma famille. Il y a du temps que je devais passer avec les enfants et je me retrouve en prison. Un jour, je pense, les gardes de la prison ont pleuré à Pretoria. Je suis allé, je venais d'être payé au boulot. Je suis allé avec la nourriture. J'ai acheté la nourriture de 500 rand parce qu'il y avait 20 Congolais en prison. J'arrive là-bas, on me demande, tu viens voir qui normalement? Moi, je viens voir tous les Congolais qui sont en prison. Comment tu peux venir voir tout le monde? Tu dois avoir un membre de ta famille qui est en prison. Comment toi tu peux venir en prison dire que tu achètes toute cette nourriture là pour tuer qui? Moi je dis bon écoutez, je suis Congolais. Ces gens qui sont là en prison n'ont pas de famille. Donc moi, je suis membre de famille de tout ce monde là. Et l'élément de la garde a commencé à pleurer. Non, vous les Congolais, vous êtes un peuple exceptionnel. Un Sud-Africain ne peut pas faire ce qu'il fait. Chez nous c'est chacun avec ça. Je l'ai vu pleurer, il a versé des larmes. Comment tu peux venir en prison, tu achètes la nourriture pour tout le monde? C'est pas nous, ta famille mange bien. Il commence à me poser des questions. Vous voyez que c'est justement des questions de capitalisme. Donc c'est honteux de manger. Moi, je suis à la maison chez moi là-bas, je mange, je dors. Mes compatriotes sont innocemment en prison. Est-ce que vous recourez au recensement pour savoir combien y a-t-il de migrants, combien y a-t-il de personnes qui ne sont pas enregistrées au ministère de la Justice? Ça, ce n'est pas notre travail. C'est pas votre travail. Ça, c'est le travail du pays hôte, qui doit dire à l'ambassade, à notre ambassade, voilà, nous avons autant de Congolais qui sont sous demande d'asile. Nous avons autant de Congolais qui sont sous statut de réfugiés. Nous avons autant de Congolais qui sont sous résidence permanente. Nous avons autant de Congolais qui ont été naturalisés. Ce n'est pas notre travail. Et nous, on peut recevoir ça. Au début, avant qu'il y ait des animosités, tout ça, j'ai travaillé en partenariat avec l'ambassade. Donc, quand il y a, par exemple, la fête de l'indépendance, je mobilise les Congolais de Johannesburg, les gens de l'ambassade mobilisent les Congolais de Pretoria, on fait ensemble. Mais après 2006, après les élections de 2006, quand les gens ont fait pousser leurs griffes, il y a eu un désamour total entre la mission diplomatique et notre communauté. Dernièrement, j'ai rencontré l'ambassadeur, il s'est même donné. Tu as même grandi, il m'a dit, à la présidence où j'ai travaillé. Bon, on n'est pas ensemble, on n'est plus ensemble, bien que je suis citoyen congolais, j'ai le passeport congolais, j'ai gardé l'identité congolaise malgré les années que j'ai faites ici. Mais nous ne sentons pas la présence de nos diplomates, nous ne sentons pas la présence des autorités. Je vais vous décevoir. Le 20 janvier 2012, pour qu'on jette les Congolais en prison, ce sont les gens de l'ambassade qui sont venus au tribunal, à la station de police de Hidro, qui sont venus identifier les Congolais les plus petits, les gens de notre ambassade, qui sont venus identifier les Congolais les plus petits. Voilà, lui, on appelle même Lumumba, lui, et pour que ces Congolais-là aillent en prison. Vous voyez, et il y a des ambassades ici en Afrique du Sud. Quand leurs citoyens arrivent en Afrique du Sud, ils lui demandent sa situation, c'est laquelle. Tu as l'argent ou tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et on peut même lui donner l'argent pour commencer un business. L'ambassade donne l'argent à son citoyen pour commencer un business, pour qu'il puisse survivre. Mais notre ambassade est en train de comploter, ou bien nos missions diplomatiques. Et après, ça met force au Congo. Oui, nos missions diplomatiques complotent contre leurs propres citoyens. Quelle mesquinerie! Quelle mesquinerie!
Et quels sont les avantages que vous récoltez étant que défenseur des droits de l'homme? Les avantages, c'est que Dieu m'est béni, je pense. Abondamment. Oui, c'est ça l'avantage, parce que je me sacrifie pour des gens qui ne sont pas de ma famille, seulement parce que ce sont des gens de mon pays. D'autres ne me connaissent pas. Il y a des gens, quelqu'un est venu. Donc, comme qui dirait, vous êtes un bon samaritain. Non, je suis patriote. Je ne suis pas un bon samaritain. Je suis patriote. Bon samaritain, non, non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Il faut être parfait pour être bon samaritain. Oui. Un gros cœur comme ça. Et là, le temps nous est imparti sur pratiquement sa fin. J'aimerais que vous adressiez un message particulier aux responsables des églises des réveils, à l'occurrence de l'évêque général Albert Sekela, qui vous regrette de vous apprendre. Oui, bon, aux responsables, je leur dois du respect parce que ce ne sont pas des criminels qui vont casser les maisons des gens. Ce sont les gens qui ont pris la décision d'investir leur vie pour prêcher l'évangile. Mais malheureusement, ils ont été utilisés par des gens malhonnêtes. Il y a des pasteurs qui sont corrompus. J'étais à Sun City en 2003. On parlait d'une société civile pro-kabiliste et une société civile pro-opposition. Et la société civile pro-kabiliste était dirigée par un archevêque des églises protestantes. Les églises protestantes pour soutenir les gens au pouvoir. L'église, on dit souvent une expression, une église au milieu du village. C'est-à-dire l'église, c'est un milieu de sagesse. L'église, c'est un milieu de la crainte de Dieu. L'église, c'est un milieu de bonne moralité. L'église, c'est un milieu de bonne conduite. L'église, c'est un milieu d'honnêteté. Et l'église, c'est un milieu apolitique. Donc, moi, je ne peux pas être surpris de voir dans une église les gens de rassemblement et les gens de la MP aller dans une même église. Nous avons des loges. Dans les loges là, des francs-maçons ou des Rose-Croix, vous trouvez les gens de la AMP et de l'opposition qui sont là. Bon, pourquoi l'Église est en train de faillir à sa mission? Mais que peuvent-ils faire pour inouïr? Ils doivent être honnêtes. Ils doivent être honnêtes. Ils doivent être au-dessus. Au-dessus des clivages. Au-dessus des tendances politiques. Et là, ils seront respectés dans la société. Parce que l'Église, en fait, l'Église est sacrée. Alors, si le pasteur n'est pas sacré, l'Église est foutue. Si le serviteur de Dieu est corrompu, l'Église est foutue. Donc, je pense que l'Église a de grandes responsabilités. Vous savez, la colonisation, ce qui a assis la colonisation, c'était les missionnaires. Parce que les gens ont cru à l'Église. Vous allez, il y a des églises où il faut aller se repentir chez les prêtres. Vous allez là-bas dire non, j'ai tué quelqu'un hier, tout ça. Vous dites, mais oh non, sorry, tu as tué quelqu'un, tu habites à quelle avenue? Moi j'habite à telle avenue, quel numéro, tel numéro. Ils s'enregistrent malignement. La police vient t'arrêter parce que tu es allé te repentir à l'église. Vous voyez le rôle que l'église a joué. Donc ce n'est pas bien que l'église joue un rôle négatif. Et l'église a joué un rôle négatif. Parce que vous ne pouvez pas facilement convaincre un jeune qui va dans une église d'un pasteur de se battre pour certains droits. Donc on a détruit les jeunes. Ils sont devenus des fatalistes. Donc vous voyez, ce sont les choses là qu'on enseigne aux jeunes. C'est le fatalisme. Votre dernier message? Mon dernier message, c'est que nous devons continuer à nous battre pour le Congo comme les Russes avaient fait. Voilà. Ok, merci. Si vous avez aimé, dites merci à Didier Gali et aussi aux médias internationaux. Je salue en passant Paul Moine, autrement du Porsche Kenya modèle, Jean-Pierre Kélis du Panama, Aziko Mera de Genève, Papa Nzira, je vois des détails comme moi, ainsi que les médias, mais tous les habitués des moments internationaux, sans oublier Igor Nzako. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.